l'Iliade, demandez-moi l'Énéide, demandez-moi la Jérusalem délivrée, et je passerai encore par là. Mais un conte, peste! Perrault est bien autre homme qu'Homère, que Virgile et que le Tasse, et le Petit Poucet, une création bien autrement originale qu'Achille, Turnus ou Renaud. Nous ne voulons point de poème épique, crièrent les enfants tout d'une voix. Nous voulons un conte. Mes chers enfants, si... Il n'y a pas de si, nous voulons un conte. Mais, mes petits amis, il n'y a pas de mais, nous voulons un conte, nous voulons un conte, nous voulons un conte, reprirent en chœur toutes les voix avec un accent qui n'admettait pas de réplique. Eh bien donc, repris-je en soupirant, va pour un conte. Ah, c'est bien heureux, dirent mes persécuteurs. Mais je vous préviens d'une chose, c'est que le conte que je vais vous raconter n'est pas de moi. Qu'est-ce que cela nous fait pourvu qu'il nous amuse? J'avoue que je fus un peu humilié du peu d'insistance que mettait mon auditoire à avoir une œuvre originale. Et de qui est-il votre conte, monsieur? Dit une petite voix appartenant sans doute à une organisation plus curieuse que les autres. Il est d'Hoffmann, mademoiselle. Connaissez-vous Hoffmann? Non, monsieur, je ne le connais pas. Et comment s'appelle-t-il, ton conte? Demanda du ton d'un gaillard qui sent qu'il a le droit d'interroger le fils du maître de la maison. Le casse-noisette de Nuremberg, répondis-je en toute humilité. Le titre vous convient-il, mon cher Henri? Ça ne promet pas grand-chose de beau, ce titre-là. Mais n'importe, va toujours. Si tu nous ennuies, nous t'arrêterons et tu nous en diras un autre. Et ainsi de suite, je t'en préviens, jusqu'à ce que tu nous en dises un qui nous amuse. Un instant, je ne prends pas cet engagement-là. Si vous étiez de grandes personnes, à la bonne heure. Voilà pourtant nos conditions, sinon, prisonnier à perpétuité. Mon cher Henri, vous êtes un enfant charmant, élevé à ravir, et cela m'étonnera fort si vous ne devenez pas un jour un homme d'état très distingué. Déliez-moi, et je ferai tout ce que vous voudrez. Parole d'honneur? Parole d'honneur. Au même instant, je sentis les 1000 fils qui me retenaient se détendre. Chacun avait mis la main à l'œuvre de ma délivrance, et, au bout d'une demi-minute, j'étais rendu à la liberté. Or, comme il faut tenir sa parole, même quand elle est donnée à des enfants, j'invitai mes auditeurs à s'asseoir commodément, afin qu'ils pussent passer sans douleur de l'audition au sommeil, et, quand chacun eut pris sa place, je commençai ainsi. Fin de la préface de l'histoire d'un casse-noisette, enregistrée par Ezois, en Belgique, en décembre 2012. Chapitre 1er de l'histoire d'un casse-noisette d'Alexandre Dumas. Le parrain Drosselmayer. Il y avait une fois dans la ville de Nuremberg un président fort considéré qu'on appelait monsieur le président Silberhaus, ce qui veut dire maison d'argent. Ce président avait un fils et une fille. Le fils, âgé de 9 ans, s'appelait Fritz. La fille, âgée de 7 ans et demi, s'appelait Marie. C'étaient 2 jolis enfants, mais si différents de caractère et de visage qu'on n'eût jamais cru que c'étaient le frère et la sœur. Fritz était un bon gros garçon joufflu, rodomont, espiègle, frappant du pied à la moindre contrariété, convaincu que toutes les choses de ce monde étaient créées pour servir à son amusement ou subir son caprice, et demeurant dans cette conviction jusqu'au moment où le docteur, impatienté de ses cris et de ses pleurs, ou de ses trépignements, sortait de son cabinet, et levant l'index de la main droite à la hauteur de son sourcil froncé, disait ces seules paroles. « Monsieur Fritz !» Alors Fritz se sentait pris d'une énorme envie de rentrer sous terre. Quant à sa mère, il va sans dire qu'à quelque hauteur qu'elle levât le doigt ou même la main, Fritz n'y faisait aucune attention. Sa sœur Marie, tout au contraire, était une frêle et pâle enfant, aux longs cheveux bouclés naturellement et tombant sur ses petites épaules blanches comme une gerbe d'or mobile et rayonnante sur un vase d'albâtre. Elle était modeste, douce, affable, miséricordieuse à toutes les douleurs, même à celles de ses poupées, obéissante aux premiers signes de madame la présidente et ne donnant jamais un démenti même à sa gouvernante, mademoiselle Trudchen, ce qui fait que Marie était adorée de tout le monde. Or, le 24 décembre de l'année 1700 était arrivé. Vous n'ignorez pas, mes petits amis, que le 24 décembre est la veille de la Noël, c'est-à-dire du jour où l'enfant Jésus est né dans une crèche, entre un âne et un bœuf. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Les plus ignorants d'entre vous ont entendu dire que chaque pays a ses habitudes, n'est-ce pas? Et les plus instruits savent sans doute...